Bien, mes chers collègues, le quorum étant largement atteint, nous allons pouvoir donc débuter cette 64e séance de conseil municipal ordinaire de notre mandature. Nous avons à désigner un secrétaire de séance. Je vous propose notre Benjamin, Monsieur Nolot, qui accepte avec enthousiasme cette lourde tâche. Merci. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs, le pouvoir de Madame Le Goff à Madame Briand, de Monsieur Candelier à Monsieur Gachet, de Monsieur Caillé à Monsieur Grelot, de Monsieur Edouin à Madame Parpaillon, de Mademoiselle Légeron à Monsieur Perrier, de Madame Romain à Madame Sureau et de Monsieur Herbert à Monsieur Demy. Il y a aussi le pouvoir de Monsieur Benin qui va nous rejoindre très prochainement à Madame Thibault, le temps qu'il nous arrive. Nous avons à approuver un procès-verbal, celui du conseil municipal du 12 novembre 2013. Avez-vous des remarques? Non. Donc il est considéré comme adopté. Vous trouverez sur la table deux délibérations retapées avec des petites corrections mineures. La première, donc, c'est la délibération numéro 2, avec une petite précision tout simplement sur le caractère exécutif de la délibération par rapport à la convention. Il m'a semblé qu'elle n'était pas assez claire dans ce que vous aviez reçu. Et la 7e délibération, où, à la demande des personnes donc, qui représentent le FEDER, eh bien, il est rajouté dans la délibération le tableau d'équilibre sur lequel les calculs sont faits pour le FEDER. Voilà. Donc, le pouvoir de M. Benin tombe, puisqu'il arrive. Bienvenue, M. Benin. Voilà. Voilà. Je voulais juste vous donner une information avant de débuter ce conseil municipal, celui de la vente, donc demain, qui aura lieu du grand séminaire. Vous savez que le cabinet qui est chargé de liquider les biens n'a pas retrouvé de repreneur en direct et a donc décidé à une vente aux enchères avec une mise à prix donc, de 500 000 euros. Je vous rappelle que nous l'avions vendu 860 000 euros. Il y a eu une visite organisée le 9 décembre avec un certain nombre de personnes qui semblent intéressées. C'est vrai que si jamais on regarde l'histoire et la majesté des lieux qui peuvent nous séduire, on ne peut pas être sans penser au coût des travaux impressionnants. Et même les groupes solides étudient à l'heure actuelle donc les possibilités de le faire. Je vous rappelle que, étant donné les 10 000 mètres carrés de surface de plancher et la rénovation minimum, il faudrait 20 millions d'euros pour le remettre hors air et hors d'eau, ce qui est donc bien sûr quelque chose qui ne pourrait pas être envisagé par la ville. Je n'ai pas voulu qu'on se porte acquéreur parce que je ne voudrais pas qu'on recommence une erreur qui peut-être semblait moins une erreur à l'époque du fait du contexte qui était celui de faire une préemption sans avoir de réel projet derrière. Les quelques cas où ça a été fait sur la ville et même ailleurs terminent en règle générale par des petites catastrophes. Vous en avez le deux cas à Luçon, qui est celui du séminaire et celui de la maison du Catel, par exemple, hein, où c'est resté pendant des années et des années sans pouvoir faire des travaux et donc laisser les bâtiments, malheureusement, se dégrader. On s'est tourné en demandant un petit peu quelle collectivité ça pourrait intéresser, que ce soit le Conseil général, que ce soit les Pays de la Loire. On s'est tourné aussi vers des services de l'État. Aucun n'a voulu donc le reprendre. On doit donc se tourner vers un groupe privé, puisque vous imaginez bien que le seul chiffre de 20 millions d'euros pour mettre hors air et hors d'eau est incompatible avec les finances d'une ville de 10 000 habitants, si bien tenus soient ses comptes. Mais je conserve aussi le même discours, et nous en avions discuté, c'est-à-dire que je regarderai de très près, bien entendu, la personne qui en fera l'acquisition et le travail et le projet qui est projeté.
sachant que nous avons un mois éventuellement donc, pour préempter, si jamais vraiment il y avait quelque chose qui devait se faire, qui serait à l'encontre des intérêts de la collectivité. Je voudrais aussi rappeler certaines choses, puisqu'il y a des questions qui se posent sur ce séminaire. Il est classé dans la ZPPAUP comme bâtiment remarquable. En d'autres termes, il ne peut pas être détruit, il ne peut pas être déconstruit. C'est quelque chose qu'il faut avoir bien en tête. Et la deuxième chose, c'est que des constructions annexes qui pourraient exister seraient des constructions qui devraient respecter les alignements, les perspectives. Et bien entendu, je ne vous parle pas de la chapelle qui, en elle-même, est marquée plus que remarquable, puisque c'est un bâtiment donc, qui est vraiment inscrit sur la ZPPAUP comme quelque chose de tout à fait à protéger, donc dans le périmètre de la cathédrale, dans le périmètre du grand séminaire. Voilà, donc je voulais vous donner ces informations. Je vous rappelle que depuis 2007, la ville n'a plus rien à voir avec ce séminaire puisqu'il a été entièrement vendu, que nous n'avons plus aucun lien ni financier ni juridique avec ce bâtiment, après malheureusement 30 ans de tergiversation, de déboires et de projets qui n'ont pas abouti. Espérons que les repreneurs de demain, il y en a certains qui sont solides, sont des repreneurs donc qui pourront donner satisfaction à ce que souhaite chaque Luçonnais, et je pense chacun d'entre nous ici autour de la table, c'est-à-dire une renaissance de ce séminaire qui est cher à nos cœurs. Voilà, je voulais vous donner cette impression. Oui, monsieur Demy ? Oui, je voulais dire que je partage partiellement ce que vous venez de dire par rapport à ce dossier du séminaire. Ce que je peux regretter, c'est que ça fait maintenant déjà plus de 2 ans qu'il est dans cette situation en liquidation et que le projet dont vous parlez, qui aurait été nécessaire pour envisager une préemption, on n'a pas pris le temps de le réfléchir préalablement. Je rappelle que j'en avais parlé il y a déjà à peu près 2 ans sur le fait qu'il y avait peut-être intérêt à envisager cette issue parce qu'on y arrive, mais on pouvait envisager qu'on allait en arriver là. Et qu'il aurait peut-être été judicieux à ce moment-là d'avoir un projet qui mêle effectivement plusieurs investissements de collectivités. Il n'est pas question de l'envisager pour la ville de Luçon seule, mais pas plus, je crois, qu'une seule collectivité comme la région ou le Conseil général n'était intéressé pour le faire seul. Par contre, on aurait peut-être pu réfléchir à un projet commun qui puisse intéresser l'ensemble de la collectivité. Donc c'est le regret que je peux émettre par rapport à ça. Je ne sais pas si on a prévu d'être présent demain pour voir ce qui se passe ou si on se laisse simplement le délai d'1 mois après la vente. Maintenant, ça me paraît un peu court dans un délai d'1 mois de monter un projet alternatif sur ce dossier. Je crois qu'on a perdu du temps là-dessus. On aurait peut-être pu envisager quelque chose, ne serait-ce par exemple qu'un achat séparé pour la partie concernant la chapelle. On aurait pu dissocier peut-être en 2 lots. Il y avait des opportunités à saisir pour un type de salle qu'on n'a pas forcément sur Luçon. Il y avait plusieurs choix possibles. Ce que je trouve dommageable, c'est qu'on n'ait pas pris le temps d'y réfléchir à l'avance et qu'on soit mis devant le fait accompli. Je vais vous contredire parce que tout ce que vous avez annoncé a été fait. C'est-à-dire que nous nous sommes tournés vers les collectivités pour savoir quelles étaient les possibilités, même en commun, qu'il n'y en avait aucune. Que si jamais on n'a pas racheté, c'est tout simplement parce que déjà le liquidateur, quand on en a parlé en direct, lui avait estimé, je pourrais vous montrer des estimations, à 1 million d'euros, donc le bâtiment, qu'aujourd'hui il le met à 500 000 et je sais que le prix plancher va être inférieur. On verra jusqu'où ils descendent. Il était même à 1,4 million pendant un temps. Et si vous voulez, on lui a renvoyé, nous, les avis des domaines. On a refait faire une estimation des domaines, on a renvoyé l'avis des domaines qui a fait qu'il l'a mis à ce montant-là. En fait, si vous voulez, c'est un cabinet parisien, qui est un cabinet qui mettait des prix parisiens et non pas des prix... vers les collectivités, on s'est tourné, je vous le disais, on ne l'a pas eu. La chapelle, j'ai proposé, c'est une indivision pure. Qui est proposée par le liquidateur. Il a refusé donc de faire un achat à part, mais ça a été proposé. Donc tout ce que vous dites a été proposé, a été fait. Donc il n'y a pas eu de temps perdu, il y a eu tout simplement l'impossibilité de pouvoir remplir ces conditions de manière à pouvoir faire quelque chose. Très honnêtement, je crois qu'aujourd'hui, on va voir un petit peu quels sont les privés qui vont le prendre. Ils sont tous
enfin tous ceux que j'ai entendus, on peut toujours avoir quelqu'un de l'extérieur hein, qui vient, mais tous ceux que j'ai entendus, c'est dans le domaine de l'habitat pour les personnes du troisième âge, hein, et des habitats de type ou de type social ou de type étudiant, etc. Donc ils sont tous dans ce cadre-là. Comme le bâtiment est protégé, voilà, on n'a pas grand risque aujourd'hui, si vous voulez, de laisser un privé venir. Parce que je rappelle que ce qui s'était passé jusqu'à maintenant, en dehors donc des projets qui ont complètement avorté, c'est qu'on a eu quelqu'un qui s'est présenté avec un projet qui était derrière en tant qu'acheteur de biens. Hein, tout simplement, il faisait une gestion pour une tierce personne, ce qui permettait de gagner de la TVA. En fait, c'était ce que proposait donc le groupe Costi avec derrière le groupe Accor. 2007 est passé par là. Accor a retiré tous ses projets nationaux et l'a laissé tel quel. Il y a eu d'autres projets, je rappelle, puisque j'ai entendu parler des projets de Vinci. Donc j'ai revu les gens de Vinci depuis. Eux, ils voulaient le mettre dans un Malraux. Or, pour pouvoir rentrer dans le Malraux, il fallait qu'il soit classé. J'ai demandé quelles étaient, parce que je me suis retourné vers Vinci en disant est-ce que par hasard ça vous intéresserait pas? Il dit mais nous ça nous intéresserait peut-être moins qu'autrefois, mais dans le Malraux. J'ai donc demandé à la DRAC s'il pensait pouvoir classer donc le séminaire. La réponse a été un non catégorique, c'est-à-dire le marquer comme remarquable. Donc le rendre indéconstructible, puisque c'est le terme qu'il faut employer, oui, mais le classer, non. La DRAC dit d'ailleurs à juste titre, quand vous voyez le nombre de bâtiments, malheureusement, que l'on a en France, qui ont une valeur qui est tout à fait identique du point de vue architectural, même historique, et qui aujourd'hui est en désuétude, malheureusement, la DRAC, enfin, l'État ne peut pas reprendre tout ce patrimoine, même si individuellement, chacun dans son coin pense que c'est le bâtiment le plus important qui soit. Et de ce point de vue-là, nous n'échappons pas à la règle. Donc voilà, les choses ont été menées, je crois, jusqu'au bout, tel que vous l'avez présenté, tel que je l'ai présenté. Maintenant, nous serons attentifs demain à voir un petit peu ce qu'il en est. Oui, il reste à espérer, donc effectivement, le groupe qui puisse se porter acquéreur monte un projet, cette fois un projet sérieux, qui finisse par faire aboutir ce dossier à quelque chose après 20 ou 30 ans d'épisodes plus ou moins désastreux. Et donc qu'on y arrive à ce niveau-là. Maintenant, bon, c'est quand même un petit peu dommage que ça échappe quelque part au patrimoine luçonnais. Mais bon, si on conserve déjà les façades, les murs extérieurs, et qu'on en fait une utilisation qui soit, je dirais, importante pour que ce soit les personnes âgées ou au niveau social, c'est quelque chose sur lequel on suivra, bien entendu. Donc nous sommes d'accord. Mais si j'avais 20 millions d'euros à mettre, je le mettrais tout de suite, ne vous inquiétez pas, dans le séminaire. Malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse le dégager facilement. Voilà, merci. Donc ça, c'était juste une information. Nous avons un premier point qui est une motion similaire à celle qui a été prise par différentes collectivités, que ce soit la communauté de communes du Pays Né de la Mer, que ce soit le département, que ce soit un certain nombre de communes de la communauté de communes, et qui est une motion qui refuse le découpage cantonal en Vendée et l'intégration des communes de l'Aiguillon, la Faute et la Tranche-sur-Mer, et qui demande l'intégration de ces trois communes dans le canton de Luçon, puisque je vous rappelle que le nouveau découpage qui est fait des cantons a certainement été fait, et je ne fais pas de procès d'intention vu de Paris, avec des règles qui sont très technocratiques, mais qui ne me semblent pas, et qui ne nous semblent pas, puisqu'il y a eu une délibération et une motion qui est apprise à l'unanimité à la communauté de communes, qui ne nous semble pas respecter ce qui est la base même d'une unité de vie, de ce que devrait être une unité comme le canton, c'est-à-dire les bassins de vie qui se développent autour d'une ville-centre. Couper aujourd'hui ces trois communes qui, volontairement, sont rentrées dans la communauté de communes. Je rappelle que pour rentrer dans une communauté de communes, il faut que les élus
vote, propose cette communauté de communes. Or, les élus que nous sommes ici ou nous homologues dans les différentes communes sont les représentants de la population. Donc, lorsqu'ils demandent à rentrer dans un bassin de vie, ça me semble important qu'au niveau de l'État, on respecte ces décisions. Et nous couper aujourd'hui de la mer, nous qui faisons partie du pays né de la mer, toute notre histoire, le plus loin qu'on puisse reporter, était tourné vers la mer. Nous séparer aujourd'hui complètement d'une façade maritime me semble tout simplement aberrant, non seulement au regard de nos populations, mais au regard de notre histoire. Donc, je vous propose une motion dont je vais vous donner lecture. Il est rappelé que la loi ordinaire relative notamment à l'élection des conseillers départementaux a été promulguée le 17 mai 2013 et publiée au journal officiel le 18 mai 2013. Les lois définissent un nouveau mode de scrutin pour les conseillers départementaux. Les élections cantonales deviennent les élections départementales. Les conseillers départementaux seront au nombre de 2 par canton. Chaque binôme devrait être composé d'une femme et d'un homme. Ils seront élus dans chaque canton au scrutin binominal majoritaire à 2 tours. Pour la Vendée, le nouveau découpage donnerait 34 conseillers départementaux pour 17 cantons, en remplacement des 31 conseillers généraux. Il est noté une augmentation du nombre d'élus départementaux, peu en cohérence avec la recherche d'économie initiale. Je vous informe que le futur canton de Luçon serait composé du canton de Chailly-les-Marais dans son ensemble, des communes de Nalier, Mouzeuil-Saint-Martin et Pouillé, qui eux viennent du canton de l'Hermenot, et de l'actuel canton de Luçon, amputé de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer. Cette proposition crée une rupture entre le pays de Luçon et la mer, faisant fi de son histoire, de l'histoire de notre territoire né de la mer. Cette proposition ignore complètement les bassins de vie, les communes de l'Aiguillon, la Faute et la Tranche-sur-Mer étant à l'évidence ouvertes sur le pays de Luçon. Cette proposition balaie d'un revers de main la volonté des élus, représentant les populations qui souhaitent construire un espace de vie commun. En effet, les communes de l'Aiguillon-sur-Mer, la Faute-sur-Mer et la Tranche-sur-Mer viennent de choisir la communauté de communes du pays né de la mer. Les communautés de communes sont la réunion volontaire des communes pour travailler ensemble. Ne pas respecter ces décisions n'est pas en cohérence avec le respect dû aux populations. Enfin, le fait de passer ces décisions par décret, sans les soumettre à l'Assemblée nationale, relève d'un nouveau dédain des élus locaux. C'est pourquoi je vous propose, à l'instar d'autres communes du territoire, d'en appeler les services de l'État à la raison afin que les 3 communes du littoral, la Tranche-sur-Mer, l'Aiguillon-sur-Mer et la Faute-sur-Mer, soient rattachées au canton de Luçon. Par cette motion, le conseil municipal propose de refuser le découpage territorial de la Vendée en 17 cantons, de demander le rattachement des communes de l'Aiguillon, la Faute et la Tranche-sur-Mer au canton de Luçon qui constituent leur bassin de vie et me permettre d'agir en conséquence auprès des services de l'État. Voilà. Avez-vous des remarques? Oui, monsieur Gréau. Oui, alors nous partageons bien évidemment l'interrogation et l'étonnement que suscite ce découpage des cantons, mais je pense que les arguments que vous utilisez pour le dénoncer sont particulièrement spécieux. À propos de la rupture entre Luçon et la mer et de l'histoire de notre territoire, d'une part, il y a longtemps que la rupture est consommée. D'autre part, notre territoire, au niveau de la vie des citoyens, a une histoire plutôt balbutiante, qui n'a pas encore de cohérence propre. D'ailleurs, notre ville a pris le train en marche, à défaut d'en être un animateur éclairé. De plus, la construction actuelle est hésitante, et elle a du mal à fédérer une communauté de citoyens. Sans parler de gérer un bassin de vie dont certains voudraient en restreindre les limites. On se demande parfois quelle est la volonté des élus. C'est eux qu'on choisit, c'est vrai. Ceci étant, quelque chose est en marche et les décisions contenues dans le projet n'en facilitent pas le bon déroulement. Quant à la démarche administrative qui ne tient pas compte des élus locaux, c'est bien la manifestation d'une incohérence citoyenne. Je suis d'accord. Mais votre jugement sur les décideurs, leur prêtant un sentiment de dédain, on peut l'appliquer à tous les niveaux. On peut l'appliquer au-dessus du niveau national pour l'Europe. Nos députés, à quoi servent-ils?
mais aussi en dessous et jusqu'à notre niveau de commune. Par exemple, ici, le fait d'être souvent tenu écarté des débats, des discussions, des prospectives sur les dossiers d'actualité est une marque de dédain envers les élus locaux que nous sommes. Au final, sur le fond, effectivement, ce découpage n'est pas cohérent. Mais pour le faire évoluer, il ne faut ni embellir une réalité en construction fragile, ni utiliser des jugements aussi négatifs qui peuvent s'appliquer et se retourner contre celui qui les profère. C'est pourquoi, contrairement au texte proposé à la communauté de communes, qu'effectivement, au nom des amis, j'ai voté, il n'y avait absolument aucune référence à quoi que ce soit de jugement, sur ce texte-ci, nous nous abstiendrons. Merci. Eh bien, c'est assez drôle. J'espère que vous n'avez pas mis trop de temps à écrire cette prose. Non, c'est venu tout seul. Je répondrai juste sur un point, le dédain sur les élus locaux. Vous avez toujours été dans les commissions, on a toujours étudié, j'ai toujours eu... je n'ai jamais refusé de répondre au téléphone quand on m'appelait. C'est vrai qu'on ne m'appelait jamais, on préférait faire les choses dans mon dos. J'en aurai quelques exemples d'ailleurs à expliquer au Luçonnet dans les semaines à venir. Voilà, donc bon, les mails auprès d'associations d'animaux, les choses comme ça, qui voilà, représentent non pas un dédain, mais de la manipulation locale. Bon, mais tout ça, nous aurons le temps d'en reparler en lieu et en heure. En tout cas, je pense que là, vous aurez à répondre devant nos concitoyens de la décision que vous allez prendre ce soir. Bon, donc je soumets... Juste oui. une précision, parce que là encore, chasser le naturel, il revient au galop. Faut quand même pas abuser par rapport aux participations aux commissions, par rapport à l'information et au fonctionnement démocratique de l'institution. Je ne m'étendrai pas sur le débat, mais on a suffisamment eu l'occasion d'échanger là-dessus depuis maintenant 15 ans, il y aurait quand même beaucoup à dire par rapport à ça. Ce que dit Michel ce soir et ce que nous disons, c'est que nous l'avons voté et nous l'avons soutenu à la communauté de communes parce qu'il était en des termes simples. Aujourd'hui, on y ajoute une dimension polémique et des termes qui sont sur le terrain que vous manipulez le plus, le terrain politique. Donc, on est toujours défavorable à ce découpage, mais sur la forme de ce soir, nous nous abstenons. Vous savez, sur la forme politique, Monsieur Demy, on y revient, mais doucement. C'est vrai que le découpage n'est pas politique. Il est tout simplement fait par la calculette en regardant un petit peu comment votent les communes. Mais bon, il n'est pas politique. Mais vous savez, quand vous m'avez... Parce que... Non, mais attendez. Attendez, il y a aussi une chose, puisque vous voulez parler de politique, on va en parler nettement. Vous me dites manipuler le terrain politique. Je suis un homme politique qui fait partie d'un mouvement politique, mais je le dis ouvertement. C'est-à-dire que, voilà, moi, je vis ma vie comme j'ai envie de le vivre, et je le dis ouvertement. Par contre, quand j'agis localement, je ne vois pas si jamais il y a un trottoir de gauche, un trottoir de droite, etc. C'est tout simplement une conception des choses. Par contre, je dis les choses. Moi, je ne suis pas représentant d'un parti politique au moment des élections législatives et ensuite refusant de faire partie de ce parti politique. C'est tout simplement une question de vérité devant les gens. Point final. Non, voilà. Non, là-dessus, c'est un peu trop facile. C'est encore un peu trop facile d'aller sur ce terrain-là. Ici, s'il y a un représentant d'un parti politique, c'est vous, c'est pas moi. S'il y a un secrétaire départemental d'un parti politique, c'est vous, ce n'est pas moi. Vous avez bien été le mandataire du Parti Moi, socialiste. je suis très clair au niveau... Vous avez bien été le mandataire du Parti socialiste au moment des élections. Non, j'ai été représentant dans les bureaux électoraux. Dans les bureaux électoraux. J'ai le papier du bureau. Vous cachez les choses. Vous mentez sans arrêt, Monsieur Demy. Je suis très clair sur les notions du découpage électoral. S'il vous plaît, ça vous ennuie de m'entendre? Je suis très clair sur ces positions en termes de découpage électoral. Moi, je pense qu'un découpage, qu'il soit fait avec des ciseaux de droitier ou avec des ciseaux de gaucher, ça ressemble souvent à un charcutage. Et là-dessus, les choses sont claires. Je m'exprime très clairement là-dessus. Pour autant, je n'approuve pas le fait de vouloir systématiquement polémiquer et politiser sur un dossier comme celui-là. Il aurait été dans les termes qui ont été votés à la communauté de communes à Saint-Michel, nous le votions. Il est dans ces termes-là, nous nous abstenons, point. Bon, comme vous voulez, n'empêche que vous avez été mandataire du Parti socialiste au moment des élections. Bon, j'ai le papier, je saurai le produire en bon temps. Voilà, donc je soumets ceci. J'ai aussi été candidat au titre de la société civile sur une liste menée par Jacques Auxiette. Et alors Oui,
Mais vous n'étiez pas mandaté par un parti politique, Oui, ce que vous attendez, aviez fait quand la même. dernière fois. Ouais. Donc, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Alors. D'accord, je vous remercie. Donc cette motion est adoptée. Nous allons passer sur quelque chose qui, je pense... Je veux juste rappeler quand même, parce que vous ne l'avez pas précisé, que concernant ce dossier, le député Hugues Fourage a envoyé un courrier au ministère de l'Intérieur demandant lui aussi le rattachement de l'Aiguillon au canton. Vous ne l'avez pas précisé, je le précise puisque vous avez... Oui, bah, il ne l'a pas envoyé, mais enfin c'est dans ses habitudes. Oui, enfin bon, c'est quand même aussi une réalité. Voilà. On va passer à quelque chose de beaucoup plus consensuel. Voilà, sur l'approbation de la charte du parc naturel régional du Marais Poitevin. Donc, je ne vais pas vous refaire tout dans le détail. Je vous rappelle simplement ce qui était l'historique de ce parc naturel, de ce PNR, puisqu'il y a eu une première mouture qui avait été présentée il y a maintenant quelques années, sur lequel les élus locaux s'étaient insurgés et donc n'avaient pas pu être faits. Aujourd'hui, pourquoi nous revenons devant le conseil municipal avec cette charte? C'est tout simplement parce que tous les points sur lesquels la charte froissait les élus locaux, tous ces points-là ont été retirés, en particulier des points qui considéraient la gestion des eaux, alors que derrière, il y a déjà un certain nombre d'organismes donc, qui vont le faire, avec les SAGE, les SDAGE et autres, que dans le domaine de l'urbanisme, il y avait une mainmise du Marais Poitevin sur les collectivités donc, qui faisaient partie de ce parc naturel régional. Et donc, ces deux points qui sont des points importants ont été retirés, ainsi que d'autres. Ça fait partie de longues discussions. Aujourd'hui, et comme quoi, lorsque l'on s'exprime vivement par rapport à quelque chose qui ne nous plaît pas, on l'obtient. Aujourd'hui, c'est une victoire en fait de l'ensemble des collectivités, puisque d'une manière tout à fait unanime, aujourd'hui, le périmètre du parc naturel régional du Marais Poitevin est aujourd'hui donc approuvé par la très grande majorité des collectivités. Je vous rappelle qu'il y a quelques points là-dedans qui sont importants. Par exemple, la reconnaissance de la 831, qui est important pour le Sud-Vendée. La reconnaissance, bien entendu, du côté tout à fait remarquable du point de vue environnement du parc naturel régional du Marais Poitevin et sa conservation avec l'homme au milieu et l'homme comme acteur de ce Marais Poitevin. Je voudrais saluer le travail qui a été fait par le président, comme quoi vous voyez que je ne suis pas politicien, puisque je vais saluer Yann Elary, qui est, comme vous le savez, conseiller régional de la majorité et Vert, et donc qui a fait un travail tout à fait remarquable sur ce PNR. Et je voudrais saluer donc son esprit de consensus dans ce dossier. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous lire la délibération. Le territoire proposé au classement en tant que parc naturel régional par délibération des régions comprend 95 communes. Le Marais Poitevin représente par sa superficie la deuxième zone humide française et le premier des marais littoraux de l'Ouest. C'est dire l'importance à l'échelle de l'Europe atlantique. Son territoire s'étend sur 60 km d'ouest en est, de la baie d'Aiguillon à Niort, et sur 30 km du nord au sud, de la plaine de Vendée au coteau calcaire de l'Eunis. Il recouvre une superficie de 202 069 hectares et concerne 170 834 habitants répartis sur 3 départements, soit 55 communes en Vendée, 22 communes en Charente-Maritime, 18 communes en Deux-Sèvres. Le Marais Poitevin est engagé dans un processus de reconquête de son label Parc naturel régional. Une large concertation permettant de prendre en compte les aspirations de tout le territoire a abouti à l'élaboration d'une charte. Elle porte l'ambition de soutenir le développement durable du Marais Poitevin. Une enquête publique
conduite du 27 mai 2013 au 28 juin 2013, a conclu un avis favorable à la présentation du projet aux conseils généraux intercommunaux et communaux. Vu le Code de l'environnement, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le rapport d'enquête publique, vu le courrier du président du parc interrégional du Marais Poitevin, invitant les collectivités à délibérer sur le projet de charte en date du 30 octobre 2013, vu le projet de charte que vous avez en annexe et ses annexes propres, considérant que le projet de charte n'apporte pas de nouvelles contraintes supplémentaires, considérant que le projet présenté est fondé sur la valorisation et la poursuite des actions engagées depuis plusieurs années en faveur de la présentation et du développement du Marais Poitevin, vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 4 décembre 2013 et ayant tenu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet de charte du parc naturel régional du Marais Poitevin et de ses annexes. Des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Deuxième délibération qui va être traitée par M. Gachet, projet Leclerc phase 2, demande de dérogation à l'article L122.2 du Code de l'urbanisme. Merci Monsieur le maire. La société Luçon Développement prévoit de solliciter une autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale d'aménagement commercial pour un projet de création de moyenne surface dans la zone commerciale de la Belle-Vie sur la commune de Luçon. La commune de Luçon n'est pas couverte par un SCOT applicable et est située à moins de 15 km du rivage de la mer. Le projet s'implante dans une zone à urbaniser du plan local d'urbanisme ouverte à l'urbanisation après le 2 juillet 2003. Par conséquent, la société Luçon Développement sollicite auprès de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites une dérogation préalable à la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L122.2 du Code de l'urbanisme. La réalisation de la zone commerciale de la Belle-Vie se structure en deux phases. La création par transfert du centre Leclerc de Luçon avec la création d'une galerie commerciale et d'un centre auto, dit phase 1, qui est en cours de réalisation. La création de moyenne surface, dite phase 2. Sur demande de la société Luçon Développement, porteur du projet de création de moyenne surface sur la zone de la Belle-Vie à Luçon, dite phase 2, il est proposé au conseil municipal de statuer sur le projet ci-dessus énoncé phase 2. Vu que la zone de la Belle-Vie a obtenu une autorisation d'exploitation commerciale par la commission départementale d'aménagement commercial le 21 avril 2011, portant sur la création par transfert du centre Leclerc de Luçon, accompagné d'une galerie et d'un centre auto, dit phase 1. Vu que cette autorisation n'a fait l'objet d'aucun recours auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial, vu que cette autorisation a obtenu une autorisation de construction délivrée le 25/10/2012, vu que les travaux de la phase 1 ont démarré le 11 mars 2012, considérant que le projet phase 2 viendra dans le prolongement de la zone commerciale La Belle-Vie en cours de construction, considérant que le projet phase 2 viendra s'implanter dans une zone en cours d'urbanisation, considérant que les parcelles de terrain du projet phase 2 sont classées d'après le PLU approuvé le 30 mai 2008 en zone 1 AUEA, zone à caractère commercial et tertiaire, considérant que le projet phase 2 contribuera à la création d'emplois sur le bassin de vie de Luçon, considérant que le projet phase 2 contribuera au renforcement d'un pôle commercial en cours de réalisation, considérant que le projet phase 2 contribuera à limiter l'évasion de la consommation et renforcera l'animation de la vie locale de Luçon, considérant que le projet phase 2 renforcera la qualité commerciale de Luçon par une offre qualitative et quantitative en réponse aux exigences des consommateurs, considérant que le projet phase 2 valorisera une entrée de ville par une architecture de qualité, considérant que le projet phase 2 sera soumis à l'autorisation de permis de construire, vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme avec une abstention, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet phase 2 porté par la société Luçon Développement sur la création de moyenne surface sur le site de la Belle-Vie à Luçon. Approuve le dépôt auprès de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites d'une dérogation préalable à délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 122.2 du Code de l'urbanisme relative au projet de la phase 2. Approuve le dépôt d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la Commission départementale d'aménagement commercial relative toujours au projet phase 2 et approuve le projet de convention relative à la phase 2. Dit que le caractère exécutif de la présente délibération est soumise à la signature par les deux parties de la convention jointe en annexe. Donc les conventions sont jointes en annexe. Je pense que M. le maire a des commentaires peut-être à faire sur cette délibération. Le premier, c'est que j'aimerais bien qu'on retire le S, de vu que les travaux de la phase 1 ont démarré. Petite faute d'orthographe, donc j'espère que vous nous pardonnerez bien volontiers, puisque nous l'avons vu avant la correction. Voilà. Donc si vous voulez, cette délibération va dans un sens d'une observation qui est importante. Alors, le but est toujours d'avoir un équilibre par rapport à ce qui existe en interne et en externe. C'est pour ça que j'ai voulu faire une convention qui est une convention dans laquelle, je crois, l'article 2 est importante, puisque, en fait, le constructeur aujourd'hui s'engage d'abord à ne pas faire des surfaces inférieures à 300 mètres carrés, ce qui fait que, étant donné que ces surfaces sont louées entre 80 et 85 euros le mètre carré, nous arrivons à des loyers qui font que les activités qui sont dans ces structures extérieures ne sont pas compétitives, ne sont pas en concurrence directe avec les activités telles qu'on peut le trouver dans des centres-villes. Le deuxième point, c'est le fait que dès qu'il y a une activité qui se présenterait sur cette phase 2, il y aurait une demande auprès des commerçants de centre-ville, voir si vous voulez ouvrir une deuxième surface complémentaire à la leur, et lui donner comme ça une possibilité donc de préemption en quelque sorte donc de ces structures qui seraient donc dans cette phase 2 et donc qui protégerait aussi les activités donc de centre-ville. Ces décisions n'ont pas été inventées par moi, elles m'ont été tout simplement soufflées par la Chambre de commerce et d'industrie et par la Chambre des métiers, disant que partout les endroits où ça a été appliqué, il y avait une réelle protection donc des activités centrales. Le deuxième point, il fallait qu'on mette une astreinte. Si jamais ça n'était pas respecté, il fallait que cette astreinte soit d'un montant qui soit suffisant de manière à ce que ce soit dissuasif. C'est une des raisons pour lesquelles on a mis une astreinte de 150 euros par jour, 4 500 euros par mois, ce qui dépasse en fait donc le montant des locations des surfaces donc, qui seraient concédées par les propriétaires donc, de ce Leclerc 2. Ce qui est important de comprendre, c'est que le but de cette construction est un but de retenue d'une certaine population pour lequel nous avons une évasion considérable à l'heure actuelle. J'ai des chiffres qui sont donnés à la fois par les chambres de commerce, mais aussi par des associations donc de groupes commerciaux qui montrent que ce que l'on appelle le marché théorique global, le MTG, sur le territoire, limité à la seule population de Luçon, est aujourd'hui de 293 millions d'euros par an. Or, nous avons une évasion sur les seules trois villes de La Roche-sur-Yon, La Rochelle et Niort. Nous avons une évasion de 76,82 millions d'euros, ce qui est colossal et ce qui n'est pas normal. Quand on regarde les domaines dans lesquels il y a une évasion, c'est-à-dire on regarde un petit peu, on regarde si vous voulez dans les différents secteurs, parce que comment ils font pour calculer? Ils prennent tout simplement les titres de paiement et regardent quelle en est l'origine. Quand on regarde donc ces titres de paiement et quelle en est l'origine, on regarde aussi dans quel type de magasin on les retrouve. Bon, il faut savoir que dans le domaine de l'alimentaire, nous avons
des chiffres qui sont intéressants, mais pas les plus forts. Il faut savoir que 58% des achats sont faits hors zone pour les vêtements, 43% pour les chaussures, alors que nous avons déjà des infrastructures qui sont quand même intéressantes ici. Nous avons 48% pour les produits culturels. Nous avons 59% pour les produits sport. Nous avons 73% dans le domaine du meuble et la literie. Et nous avons enfin 49% dans le domaine du bricolage. Alors, pourquoi je vous donne ces chiffres? C'est pour vous dire tout simplement que le but aujourd'hui de la création de ce centre et des magasins annexes est de retenir entre 15 et 20% de ce chiffre d'affaires. Ce qui représente quand même 15 millions d'euros qui revient donc sur l'économie locale, et que on sait par expérience qu'il y en a toujours une partie lorsqu'elle revient sur les activités périphériques qui reviennent donc sur les activités centrales. Si aujourd'hui on retient ne serait-ce que 1% de ce qui est l'objectif bas qui est donné aujourd'hui par ces investisseurs, on ramène entre 150 000 et 200 000 euros de chiffre d'affaires sur le centre-ville, ce qui est susceptible donc de donner un ballon d'oxygène. Il faudra en parallèle, en effet, avoir une restructuration qui est une restructuration donc qui est importante du centre-ville. J'aurai des propositions à faire dans les semaines à venir, qui sont des propositions intéressantes, mais comme que toute proposition donc demande du temps. Et il faudra aussi discuter avec nos partenaires, puisque nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, des actions autour de l'ORAC et des FISAC. Nous aurons l'occasion donc d'en reparler. C'est quelque chose sur lequel je tiens un discours depuis maintenant 1 ou 2 ans auprès des partenaires qui ont la compétence pour créer ce genre d'activité. Et je pense que les choses vont pouvoir se développer d'ici peu. Donc voilà quel est l'enjeu de cette chose-là. Je vous rappelle que les investisseurs ici font un investissement qui est de 27 millions d'euros. La décision, il faut la prendre parce que si jamais aujourd'hui ils ne faisaient pas ça sur notre territoire, ils sont à la limite de la commune de Luçon, avec des terrains qui leur appartiennent de l'autre côté et qui sont classés dans des zones économiques. Ce qui veut dire que tout simplement, si jamais ils ne le faisaient pas ici, ils le feraient de l'autre côté de la commune, sur lequel on aurait l'impossibilité d'avoir des conventions d'objectifs et sur lequel on perdrait absolument tout. Pas le chiffre d'affaires qui reviendrait sur le centre-ville, je ne pense pas, mais par contre qui perdrait toute la possibilité de pouvoir discuter avec ces gens-là. Et dernier point, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé qu'on rajoute cette phrase à la fin de la délibération. La délibération ne deviendra exécutive que lorsque les deux parties, c'est-à-dire la ville et les propriétaires du SALU10, auront signé donc cette convention qui le contraint aux obligations dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà donc ce qu'il en est. Je pense que aujourd'hui, on a la création de 75 emplois directs, dont une bonne partie sont en formation à l'heure actuelle sur la création donc, de ce groupe. Il y a au moins un nombre identique de création d'emplois dans les annexes. Je vous rappelle que les 2 premières choses qui seront faites dans ce projet phase 2, le premier, c'est un rapprochement d'une des anciennes, il me semble que c'est Jiffy, qui doit revenir donc ici. Et la deuxième, c'est le transfert donc, du magasin de sport qui se trouve de l'autre côté de la route, sur un local plus grand, et qui du coup va permettre au magasin de bricolage qui est à côté de s'agrandir. Donc d'être compétitif dans les domaines sur lesquels aujourd'hui on a, je vous le répète, de fortes fuites, puisque nous avons donc 50% des achats, 49% exactement de bricolage qui vont se faire à l'extérieur, et que dans le domaine du sport, c'est près de 60%. Donc des fuites qui sont très importantes et qu'il est nécessaire d'enrayer. Sur l'ancien bâtiment
donc du centre Leclerc. Il est prévu un drive-in. Bon, ça, c'est, j'allais dire, quelque chose de moderne qui attire une certaine clientèle. Ce sont les clientèles en fait de grande surface qui vont là. Il y a un Biocup qui certainement va venir s'y installer, et puis un magasin, une grande enseigne dans le domaine de l'ameublement. Tout ça n'étant pas finalisé complètement, mais qui étant donc en bonne discussion. Voilà donc la raison de cet enjeu, de cette délibération, que bien sûr je soumets à vos commentaires et à vos propositions. Monsieur Demy. Moi, je voudrais dire que ce sont toujours les mêmes chiffres et les mêmes arguments qui servent à justifier ce qui ne l'est pas forcément et qui est très généralement invérifiable après, compte tenu du chamboulement que ça a provoqué. Je veux rappeler ici simplement que sur la phase 1, on l'a voté. Ça nous paraissait cohérent comme projet. Donc, ce qui concerne la phase 1, le transfert et ce qui vient à la place du Leclerc, ça, on l'a voté. Par contre, il nous paraît totalement prématuré d'engager la décision sur la phase 2, alors que la phase 1 n'est même pas terminée et n'ouvrira qu'au printemps prochain. Il serait quand même normal de se donner un peu le temps de mesurer l'impact sur l'ensemble de l'activité économique du territoire et notamment celle du centre-ville. Et pour ça, il faut, reconnaissez-le, un petit temps d'exercice, ce qui n'est pas le cas si vous voulez absolument voter ça à 6 mois de l'ouverture de la phase 1. On ne connaît pas, vous l'avez dit tout de suite, à 2 exceptions près, les implantations prévues dans la phase 2, ce qui laisse la porte ouverte à toute possibilité, y compris d'éventuels transferts du centre-ville, parce que je relève quand même une contradiction dans ce que vous avez dit tout à l'heure au niveau de la convention. Certes, il faut, dans cette convention, que l'investisseur propose, en cas de concurrence, à un partenaire du centre-ville d'y venir et d'y faire un deuxième magasin. Vous avez dit vous-même que les surfaces et les loyers étaient faits en sorte pour éviter que ces gens-là puissent le faire en termes de coûts. Directement, de toute façon, quelqu'un qui aurait la prétention d'aller faire un magasin de certaines surfaces là-bas n'aurait pas les moyens à terme de faire vivre le sien en centre-ville, ça ne tiendrait pas. Donc là, on est sur un gros risque de transfert d'une partie de l'activité du centre-ville dans ce qui serait devenu un aspirateur à activité économique sur cette zone. Il nous apparaît donc à nous totalement prématuré d'approuver le projet de la phase 2 et on trouve quand même assez curieuse la précipitation parce que quand on en a parlé en début d'année, c'était bien avec un phasage plus large que ça. Et là, il y a apparemment une précipitation. Pourquoi une précipitation qui conduit à présenter ce dossier dès maintenant? Et pour avoir participé à des réunions et à des rencontres individuelles avec les commerçants, je peux vous dire qu'on s'associe aux inquiétudes et aux interrogations des commerçants et des acteurs de la vie économique du centre-ville, mais aussi d'une certaine partie de la population qui tient à garder un centre-ville vivant. On s'associe à cette inquiétude et on demande non pas que le dossier soit rejeté, il faut l'analyser, mais qu'au moins il soit repoussé et qu'on attende à avoir les résultats du premier impact que cela peut donner avant de prendre une décision plutôt que de tout précipiter d'un seul coup. Ça nous paraîtrait raisonnable de faire un phasage, là aussi, dans les décisions et non pas de lancer la phase 2 avant que la phase 1 ne soit ouverte.